je suis le proviseur de l'UPR de Paris, mais je suis le proviseur de l'UPR de Paris depuis simplement le 1er septembre. Et donc, j'avais à découvrir l'univers carcéral, que je ne connaissais pas, et à poser un diagnostic. Donc, je profite de cette occasion qui m'est donnée pour donner un petit peu mon sentiment sur le travail en ULE, et en particulier le travail des responsables locaux d'enseignement. Pour ma part, même si j'arrive en janvier, j'ai pris conscience qu'il y a eu une évolution très très importante des ULE et puis des missions des RLE. Je pense qu'on est passé d'un service public à un service à la personne, comme beaucoup de services publics d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a de ça quelques décennies, l'enseignement était centré, comme on l'a dit, sur des enseignements de base, la lutte contre l'illettrisme, et que depuis quelques années, il est dans les pratiques institutionnelles d'individualiser, de personnaliser les démarches. Et à ce titre-là, les responsables locaux d'enseignement ont diversifié les propositions d'offres d'enseignement et ont très nettement complexifié leur mission. Donc ça, c'était le premier constat que j'ai pu faire. Et en augmentant l'offre de formation, ils ont effectivement augmenté leur charge de travail. Et cette situation-là pose certains problèmes. Entre autres, des problèmes logistiques. Et je vais peut-être commencer par ça, puisque c'est les problèmes les plus simples à élaborer. Un responsable local rencontre des détenus, et à l'occasion de ces rencontres, de ces entretiens d'accueil systématiques, il a à proposer une offre de formation. Si pour la plupart de nos détenus, l'offre de formation s'arrête à des enseignements, on va dire, basiques, il n'empêche qu'un certain nombre d'entre eux demandent un enseignement beaucoup plus spécifique, plus pointu, qui n'est pas forcément à la portée des ressources de l'ULE, puisque l'ensemble du corps enseignant en ULE, ce sont des professeurs des écoles ou des professeurs certifiés, voire agrégés. Et donc l'enseignement à distance prend à ce moment-là une importance tout à fait particulière et pertinente. Et même si notre cœur de métier, de fonction s'adresse par exemple aux mineurs, sur un plan purement des effectifs, je pense qu'il y a à l'heure actuelle, au niveau de la taille des élèves mineurs, voire des élèves étudiants, il y a des rapprochements. En tout cas, on arrive à des sommes à peu près pas identiques, mais on y arrivera assez rapidement. C'est-à-dire que les mineurs constituent une vraie minorité en détention, et pour autant on y consacre bon nombre de nos moyens. Il n'empêche que les étudiants qui constituent eux aussi une minorité sont sur un plan quantitatif dans des proportions peut-être du simple au double, mais simplement du simple au double, ce qui n'a rien à voir avec le rapport mineur-majeur en détention. Donc l'enseignement universitaire deviendra, s'il n'est pas déjà devenu, une dimension importante dans le travail des RLE. Alors, première problématique à présenter ici, la gestion administrative des étudiants. Chaque université, dans son autonomie à laquelle elle est très attachée, organise les inscriptions à sa façon. Et le RLE doit devenir une sorte d'expert, puisque en fonction de l'université à laquelle il va s'adresser, la procédure ne sera pas tout à fait la même. Alors, il y a des fois des produits intéressants. Je sais par exemple que l'université de Rouen offre un outil pour le téléchargement des cours, on va dire universel, et donc quelle que soit la formation proposée par l'université de Rouen, on se trouve dans une procédure identique, donc c'est facilitateur, donc ça peut être une solution intéressante à retenir ici. Mais surtout, le RLE va consacrer énormément de temps dans ses démarches administratives, et pendant ce temps-là, puisque son temps est quand même restreint, il ne peut pas se consacrer comme il pourrait le faire aux élèves. Et il me semble que les UPR auraient à redéfinir et à redistribuer ces différentes charges de travail de façon à décharger au plus les RLE de la charge purement administrative de la gestion du dossier, pour faire simple.
Et on réfléchit sur l'UPR de Paris à faire en sorte que les RLE fassent remonter les demandes d'inscription et que les inscriptions soient assurées au niveau de l'UPR. De la même façon, on chercherait aussi à centraliser les inscriptions aux examens et donc de trouver un adjoint, un responsable, quelqu'un qui aurait à sa charge toute cette gestion administrative, qui devient un interlocuteur privilégié des universités, donc qui va devenir aussi un expert de l'inscription, en quelque sorte. Et donc, s'il constitue un goulot d'étranglement, puisque tout passe par lui, il devrait aussi être un élément facilitateur, puisqu'il aura la connaissance et l'habitude, la reconnaissance aussi des partenaires. Donc, c'est un projet qui me tient à cœur et que j'espère pouvoir développer assez vite. Alors, quand on enlève cette charge de travail au RLE, on leur permet à ce moment-là de se recentrer sur la partie qui me paraît la plus indispensable, primordiale pour assurer la réussite d'études par l'enseignement à distance, à savoir la pertinence de l'inscription, donc préalablement à l'inscription, et puis derrière un suivi. Alors, quel suivi peut faire un RLE ou un enseignant de l'ULE dans le cadre des études? Je pense que ça pourrait être un suivi méthodologique, mais c'est surtout un soutien psychologique, une attention comme on peut l'offrir en collège ou en lycée à des élèves décrocheurs dans le cadre d'un tutorat. Il me paraît primordial que si l'enseignement à distance n'est qu'une simple distribution de cours sans valeur humaine ajoutée, on court à l'échec. Surtout qu'il existe des stratégies individuelles chez certains détenus où l'inscription à l'université peut valoir un certain intérêt dans le cadre des remises de peine, et donc on va dire que toutes les inscriptions ne sont pas forcément sincères, même si donc il faut démêler tout ça, il faut offrir un environnement propice à la réussite de ces études qui sont relativement complexes par rapport à un enseignement en présentiel. Donc d'ailleurs, toute solution qui consisterait à rajouter du présentiel serait la bienvenue. L'expérience de Bernard Vallée, mais là, je laisserai les collègues en parler, sont des expériences intéressantes puisqu'on rajoute encore une fois de l'humain, et à partir de là, on redonne une vraie valeur à l'enseignement lui-même. La personne se sent soutenue, aidée, encadrée, et c'est forcément efficace. Donc, première approche pour ma part, donc c'était cette redistribution de la charge de travail et faire en sorte que l'UPR se définisse, lui, dans une fonction, on va dire, de gestion administrative, et qu'on replace le RLE et l'ULE dans une gestion éducative ou pédagogique des étudiants détenus. La deuxième problématique, pour moi, c'est une problématique liée à l'efficience. Tout à l'heure, Isabelle a rappelé un bon nombre de freins qui existent pour la poursuite d'études. Je vais en retenir un en particulier, c'est l'accès au numérique. À l'heure actuelle, un détenu n'accède pas à des contenus numériques, ou de façon très limitée, puisque le seul contenu numérique sur lequel il peut accéder, c'est le support CD non réinscriptible qui lui est distribué. Et donc s'il a un ordinateur en cellule, il peut effectivement le consulter, puisque ça reste que de la consultation. Il peut le faire à la condition d'avoir acheté lui-même un ordinateur. Donc déjà, disposer d'un ordinateur en cellule en maison d'arrêt, compte tenu de la surpopulation carcérale, j'imagine difficilement un détenu s'engager sur ce type de dépenses. Et l'achat de l'ordinateur est un ordinateur, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, cantiné. Donc un ordinateur compatible avec les privations de liberté du détenu, et donc une machine relativement chère pour ses capacités. Donc je ne peux pas dire que ce soit une machine non plus très attractive, hein. Il ne s'agit pas d'un ordinateur portable, mais d'une tour déjà, hein. Et donc d'une tour sans autre connexion que la lecture possible d'un CD-ROM. Donc ça correspond à un investissement important pour un intérêt limité. Il est peut-être intéressant pour les UPR de se pencher sur la question de bourse pour favoriser ce type d'achat quand même.
et donc de prendre à sa charge une partie de ses dépenses, quitte à diminuer le nombre de détenus potentiellement inscrits à des cours par correspondance. Je veux dire par là qu'à l'heure actuelle, le taux d'échec sur l'enseignement à distance peut être important, et que toutes les mesures qui faciliteraient ou amélioreraient le taux de réussite aux examens serait une bonne chose. C'est-à-dire qu'un détenu qui s'engage dans ses études réellement, il va y arriver. Par contre, bon nombre de détenus s'inscrivent mais ne s'engagent pas dans les études. Et là, sur un plan purement financier, c'est une problématique importante pour les UPR. L'UPR de Paris a un budget de 24 000 € par an sur l'enseignement à distance, puisqu'il finance à hauteur d'un tiers, et puis la pénitentiaire pour un autre tiers, d'études pour le troisième. Donc c'est des dépenses relativement conséquentes qui, dans beaucoup de cas, n'aboutissent pas. J'insiste là-dessus, elles n'aboutissent pas quand le détenu a fait son inscription mais n'a pas donné suite. Dès l'instant où le détenu s'est engagé dans la formation, en général, ça donne des résultats. Donc, pour en revenir aux freins dont je voulais parler, je parle de l'accès au numérique. À l'heure actuelle, le numérique, c'est devenu un média de communication particulièrement utile aux étudiants. Quand on parle de documentation, de recherche documentaire, à l'heure actuelle, il me semble que les bibliothèques universitaires dépensent bien plus d'argent pour des accès, des abonnements à des bases de données qu'elles n'en dépensent en manuel papier. Donc, je dirais qu'à l'heure actuelle, un détenu qui ne peut accéder qu'à la documentation papier, déjà, c'est un détenu qui n'accède plus à la documentation utile aux études. En tout cas, une documentation insuffisante pour ces études. Donc, on peut, à mon sens, parler de réel handicap. Et la notion de handicap me paraît intéressante à retenir, parce qu'en fait, le détenu est effectivement, comme dans le cas d'un handicap, dans l'incapacité d'accéder à de l'information. Donc, on est très très proche d'un handicap sensoriel pour un étudiant empêché. Et il est intéressant de réfléchir à nos actions par rapport à cette notion de handicap sensoriel. On pourrait dire, alors je ne vais pas trouver de terme, hein, mais le détenu n'accède pas à l'information numérique. Alors, il y a des malentendants, il y a des malvoyants, je ne sais pas, j'ai pas d'idée de terme, mais il y a un mal connecté ou un mal connectant, j'en sais rien. Mais en tout cas, le détenu est dans cette problématique-là. Et l'éducation nationale, par contre, a elle, des habitudes. C'est-à-dire que si on parle d'éducation spéciale, on peut trouver des personnes qui sont en capacité de mener des enseignements auprès de personnes handicapées. Et je pense qu'il serait intéressant de se poser ce genre de questions. Quels sont les outils que doit-on mettre en place pour lutter contre le handicap de la non-connectivité des personnes détenues? Et là, il me semble, mais tout à l'heure, M. Gauvreau en parlera mieux que moi, il me semble que le travail du RLE, le travail de l'ULE, le travail, par exemple, de Marne-la-Vallée, sont des moyens de lutte contre ce handicap. À savoir, par exemple, le tutorat, les bourses aussi, en quelque sorte, de la région Île-de-France, comme le projet est mené à Fleury-Mérogis, contribue aussi à lutter contre ce handicap, puisque un des autres freins, c'est aussi un frein financier pour le détenu, et qu'un détenu puisse abandonner, par exemple, son travail pour poursuivre ses études, c'est ce que proposent les bourses de l'Île-de-France. Donc, les bourses de l'Île-de-France, c'est intéressant. J'en étais au tutorat aussi également, et le présentiel. Je pense que le présentiel, un référent universitaire ou un référent d'études, la présence même, pas forcément régulière, mais la présence d'un référent de ces études-là, c'est quelque chose de très important. Donc, à mon sens, l'ensemble des réponses qu'on doit apporter pour
développer l'enseignement à distance sont des réponses qui permettraient de lutter contre le manque de communication, le manque de moyens, le manque d'accès à l'information des détenus. Cette approche-là est une approche qui a du sens, à mon avis, historiquement pour les RLE, puisque beaucoup d'entre eux sont des enseignants du premier degré spécialisés. Et donc, à ce titre-là, on a toujours été sensible à trouver des solutions qui permettaient à des élèves en situation de handicap de pouvoir suivre leurs études. Et c'est une autre approche intéressante parce que, à mon sens, la pénitentiaire, pour des raisons de sécurité, est dans l'incapacité actuellement de fournir un accès à l'information numérique. Et je ne crois pas que ce soit une situation qui évoluera très rapidement. Donc, on a à gérer un temps présent là qui va perdurer encore, et on a à imaginer des solutions qui nous permettent de trouver des contournements, d'étayer ces difficultés. Voilà les deux points principaux que je voulais aborder avec vous. Mireille Borins de Grenoble 3, et j'aimerais bien que mon université se mobilise pour cette mission dont c'est très bien qu'on ait cette mesure parce que je vais revenir avec ça, c'est sûr. Donc les 4 points sont les suivants. Par rapport aux chiffres, aux données quantitatives que vous nous avez données, est-ce qu'il y a des statistiques sexuées et donc la proportion des femmes moins nombreuses, mais leur investissement dans les études? Très bien, donc j'ai ma réponse. Alors, je vais répondre très rapidement. Donc les femmes sont très peu représentées en détention. Elles représentent, j'ai peur de dire des bêtises, 3%, je crois que c'est à peu près ça. Oui. 3,5%. Et en fait, on a été consulté très récemment sur des statistiques sexuées sur l'offre scolaire, mais vraiment sur l'offre scolaire que nous, on était en mesure de mettre en œuvre. Les femmes étant moins nombreuses, elles ont une offre... elles ont une offre qui est absorbée. Enfin, voilà, dans un établissement où on a un quartier femmes et puis un quartier hommes, les hommes sont évidemment beaucoup plus nombreux. Dès lors qu'on ne peut pas faire de mixité de l'organisation scolaire, et en fait, l'offre, elle va massivement là où le public est le plus nombreux, c'est-à-dire les hommes. D'accord, merci. Donc peut-être qu'elles sont encore plus pénalisées en prison qu'ailleurs. Alors je ne sais pas si vous avez peut-être vu, mais lorsque j'ai montré tout à l'heure la répartition en fonction des établissements, il y avait une petite colonne, c'était un centre pénitentiaire pour femmes. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a dans des établissements qui sont non mixtes, on peut effectivement, toute l'offre scolaire se concentre sur le public qui est le public par définition, à savoir les femmes. Alors, donc, le deuxième point, c'est j'ai entendu que, par exemple, l'école polytechnique fait faire des stages à ses étudiants et étudiantes, dont la possibilité en prison, et qu'il y avait une étude à Mornas, je crois, près de Lyon, sur l'absentéisme en formation. Et du coup, ce qui avait été mis au jour, c'est que le non-investissement, une fois que les inscriptions étaient faites, un des facteurs qui était en fait assez important, c'était des conditions totalement, matérielles, de coïncidence, parloir, infirmerie et études. Et du coup, ce n'était pas forcément un désinvestissement ou un difficile investissement des étudiants potentiels, mais des raisons un peu matérielles qui peut-être avaient été un peu désamorcées justement par la mise en place d'un logiciel de compatibilité entre les emplois du temps des détenus. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Enfin, je pense que vous faites référence à ce qui a été conduit à Meyzieu. Corbas. Corbas. Prison de Corbas. Oui, c'est la prison de Corbas. D'accord. Oui, c'est possible. Oui, effectivement, ils ont un partenariat qui renouvelle tous les ans avec Polytechnique, avec la mise en stage d'étudiants. On n'a pas eu, nous, le retour de l'enquête. On sait effectivement qu'il y a eu, que le contrat des 2 derniers étudiants recrutés et sur l'établissement pénitentiaire pour Meyzieu et sur Corbas, c'était ça. C'était justement de faire du suivi et puis de voir aussi un petit peu l'après, parce que c'est aussi, ça nous intéresse aussi de savoir comment ces parcours de formation, lorsqu'ils sont engagés en détention, sont utilisés à la sortie. Donc on n'a pas eu le retour d'enquête. Cela dit, c'est vrai. Je disais tout à l'heure qu'il y avait des problèmes d'organisation spatiale, on parlait des problèmes de déplacement. C'est vrai que c'est compliqué la détention, c'est vrai que, par exemple, quelque chose qui semble tout bête, la prise de médicaments,
lorsqu'il y a un médicament régulier. Je pense particulièrement aux mineurs. On ne donne pas le traitement aux mineurs. Il faut qu'il aille à ce qu'on appelle l'unité à l'UXA, donc l'unité sanitaire de l'établissement, où il va rencontrer le personnel médical. Et donc pendant ce temps-là, simplement peut-être pour prendre un cachet ou le cachet dont il a besoin de manière régulière, il ne sera pas en cours. Mais après, comme on n'est pas dans une fluidité de déplacement, le fait de revenir vers le centre scolaire, ça sous-entend des mouvements, ce qu'on appelle des mouvements, avec des temps de mouvement, et que donc ce petit acte qui est la prise d'un médicament contrôlé, en fait, peut tout à fait se traduire au bout de la chaîne, parce que voilà, il a fallu trouver le surveillant pour ramener en détention, parce qu'il y avait un autre mouvement à ce moment-là, et que voilà, ça peut se traduire par le fait que le jeune ne soit pas en cours sur une période, 2 périodes. C'est la complexité, effectivement, de l'organisation de la vie en détention. Je ne sais pas si je réponds. Mais ça dit, je n'ai pas eu, par contre, on n'a pas eu, on sait que l'enquête a été conduite, on n'a pas eu le retour qualitatif. En maison d'arrêt, l'unité locale d'enseignement peut accueillir, par exemple, 200 élèves par an, alors qu'elle n'a que 50 places. Parce qu'en fait, il y a un flux continu important. Et donc, les détenus qui s'inscrivent dans des formations, une des difficultés, en particulier pour l'enseignement à distance, c'est d'avoir une instance, et la FIED a tout son rôle à jouer, qui est susceptible d'assurer comme ça un transfert des supports de cours d'un établissement à un autre, par exemple, parce que dans ce flux, il y a des détenus qui vont être libérés, mais il y a aussi des détenus qui vont changer de bâtiment. Rien que changer de bâtiment, ça va être compliqué. Changer de centre, donc ça devient encore plus compliqué. Donc cet ensemble-là, cette situation-là en maison d'arrêt, pose des difficultés spécifiques. C'est-à-dire qu'en centrale, pour les établissements pour longue peine, la durée de la captivité fait qu'effectivement un détenu peut s'engager dans des études de façon régulière et sereine. D'abord parce que les conditions d'incarcération ne sont pas les mêmes et il peut se retrouver seul en détenu dans sa cellule, alors qu'en maison d'arrêt, il sera probablement 2, voire 3 ou 4. Et dans cette promiscuité, le simple stockage des cours papier, je pense que c'est une vraie problématique. Donc, j'insiste sur ce fait-là parce que je pense qu'un détenu ne peut pas recevoir une pile de cours en maison d'arrêt. Ça n'a rien à voir avec un étudiant, je ne sais pas moi, empêché, qui souffre d'une immobilisation passagère et qui va maintenir une multitude de relations simplement par le biais du numérique. Et c'est très décourageant pour un adulte détenu de se retrouver seul face à ses cours sans autre assistance. L'autre point, bien sûr, c'est les freins dont vous avez parlé au niveau financier. Donc je me demandais si le fait que maintenant la région avait me semble-t-il, la prérogative, est-ce qu'il y allait avoir un peu plus de finances? Pour l'instant, on a dit à moyen constant, mais ça devrait changer en 2016. Et deuxièmement, est-ce qu'il y a des pratiques partagées de contacts de sponsors, de grosses entreprises qui ont tellement de bénéfices qu'elles auraient intérêt à s'engager dans le social? Au moment où la région Île-de-France a lancé le projet, c'est pour le moment la région Île-de-France, on avait essayé de voir quelle était la situation justement en termes d'aide financière. On était beaucoup plus, alors à ma connaissance, dans ce qu'on avait, nous, recueilli comme élément d'information auprès des unités pédagogiques régionales, on était beaucoup plus dans des aides associatives. C'est-à-dire qu'il y a des bourses d'études qui sont accordées par des fondations et par des associations du type Secours catholique, voilà. Et en fait, et après, ça des Fondation M6, Fondation Orange. Donc, et après, ça dépend des contacts qui sont développés localement, en fait, entre les responsables des associations ou des fondations et puis les UPR. L'intervention financière de la région porte exclusivement sur la formation professionnelle. La formation professionnelle, quand on parle UPR et ULE, la formation professionnelle, c'est annexe. C'est-à-dire qu'on intervient dans certaines formations professionnelles à la demande de la pénitentiaire et on assure par exemple des enseignements généraux sur des formations professionnelles proposées par la pénitentiaire. On propose même exceptionnellement certains bacs pro, sans pour autant en assurer l'obtention totale, puisque les périodes de stage en entreprise sont impossibles en prison, et donc au final, des détenus s'engagent sur des études sur un diplôme qu'ils ne peuvent pas obtenir.
Mais la mission de la région, c'est la formation professionnelle. La formation professionnelle, à l'heure actuelle, les plateaux techniques et l'ensemble de ces formations étaient assurés par la pénitentiaire. Donc, ça n'a pas de rapport direct, évident avec l'éducation nationale. Et hier, j'étais à une réunion de la région et les bourses, par exemple, l'initiative et l'expérimentation de bourses à destination des détenus qui veulent suivre un enseignement supérieur à Fleury-Mérogis, c'est qu'un essai et ça n'appartient pas. C'est pas une mission de la région. Ça nous a été encore redit. C'est purement expérimental et on ne sait pas si ça durera ou pas. Bonjour, donc je suis Véronique Desjardins, je travaille au CNAM. Je m'occupe des étudiants empêchés, etc. Et les étudiants qui sont au CNAM doivent finaliser leur diplôme avec une épreuve orale, donc avec un stage ou un rapport de stage ou un mémoire. Donc pour qu'ils puissent le faire, soit ils ont l'autorisation de sortir par le JAP, donc à certaines périodes, puisque le rapport de stage est de 12 semaines, donc ils peuvent aller en entreprise, soit ils peuvent le faire via l'EEP, l'entreprise d'entraînement pédagogique, ce qui leur permet de faire leur stage en virtuel dans la prison. Malgré tout, ça n'existe pas partout. Mais jusqu'à maintenant, on a réussi, oui. A priori, à ce que tout le monde fasse son stage. Oui, mais on n'est pas dans les mêmes quantités. C'est-à-dire que quand je parle de bac professionnel, offrir l'opportunité aux détenus de faire leur stage dans le cadre de ce type de formation, à l'heure actuelle, c'est pas du tout à l'heure du jour. Ça représente des quantités bien plus importantes et puis des situations qui ne leur permettent pas de bénéficier d'une liberté particulière, d'un droit de sortir. Oui, j'avais une question concernant l'accès au numérique dont vous avez parlé. Les liseuses, les tablettes, qu'en est-il Oui, c'est pareil. Les liseuses, en fait, il y a eu... c'est pareil, hein, effectivement, on s'est dit que c'était très intéressant, étant donné... alors c'est pas du tout nous qui nous en occupons, hein, c'est un autre service qui est en charge de la culture. Et donc, effectivement, une hypothèse du développement des liseuses a été étudiée, vous imaginez bien, puisque ça permet de multiplier les ressources, ça permet de gagner de la place, en particulier lorsqu'on est en maison d'arrêt, vous imaginez voilà, les situations de surpopulation. En fait, les seules liseuses qui sont autorisées, et elles deviennent rares, sont les liseuses qui ne peuvent pas être connectées. Donc ce sont les liseuses de première génération. Alors si elles peuvent avoir un port USB, j'imagine, puisqu'il faut quand même bien un moment que les livres arrivent, mais il faut qu'ils soient... Voilà. Donc il ne faut pas qu'il y ait de connexion possible à distance. Pour le moment, c'est l'état... Enfin, aux dernières nouvelles, c'est là qu'on en était. Là, il faut reconnaître que la période post-attentat, la mobilisation sur les radicalisations a plutôt un effet de crispation, hein, sur tout ce qui était peut-être en gestation. On sait qu'il y a des expérimentations, donc il y a eu un dispositif qui s'appelait Cyberbase Justice, qui était un dispositif très intéressant, mais qui est extrêmement coûteux, qui ne pourra pas être déployé sous la forme qu'on a connue, qui était en fait un dispositif qui permet d'accéder avec des profils de détenus à des ressources. Donc ça a été expérimenté dans 7 établissements, et puis voilà, mais après avec beaucoup de contraintes en termes de ressources humaines, d'actualisation des bases, etc. Il y a un autre dispositif qui s'appelle IPTV, c'est l'informatique par la télévision, et donc c'est utilisé, hein, les canaux vidéo. Alors ça ne se déploiera que dans les établissements neufs, puisque ça doit être conçu avec le bâtiment. Donc pour le moment, ça existe dans 3 établissements qui sont les plus récents, hein, Condé-sur-Sarthe, Orléans-Saran, Vendin-le-Viel. La question qui se pose à nous maintenant, c'est, je reprends la métaphore d'un directeur interrégional, c'est de mettre de l'essence dans la Ferrari. C'est-à-dire que c'est un très beau dispositif. Il faut qu'on arrive à trouver les supports compatibles, etc., qui pourraient peut-être permettre d'alimenter avec des ressources, hein, qui seront accessibles finalement comme un programme de télévision. C'est-à-dire que les ressources, on ira les chercher avec la télécommande. Donc c'est en réflexion. Et on a un partenariat, je vous le dis parce qu'il faut bien qu'on le teste, avec le CNED, et un des axes du partenariat avec le CNED serait qu'effectivement certaines de ces ressources soient étudiées en vue d'une accessibilité sur les canaux IPTV, voilà. Mais bon, ça demande maintenant que les services informatiques de la DAP nous disent que tout ça est faisable, qu'ils acceptent de donner leurs spécificités techniques. C'est assez compliqué. Et puis on sait qu'il y avait un troisième champ d'expérimentation
qui va être mis en place sur un établissement de la direction interrégionale de Strasbourg, qui serait, alors moi je ne suis pas assez calée dans ce domaine-là, mais qui serait un système de box sécurisé. Voilà, que c'est un modèle qui a été emprunté au modèle belge, mais là, sachant que la Belgique, entre-temps, est revenue un peu sur l'accès à Internet pour les personnes en détention. Voilà, donc voilà, on sait qu'il y a des pistes explorées avec la lenteur d'une administration qui a à faire aussi avec des impératifs, effectivement, de sécurité qui sont très très lourds, quoi. On met en détention des personnes pour en protéger d'autres. Et donc, une personne actuellement, elle existe aussi virtuellement. Sans parler d'avatar, il faudrait envisager, on restreint les libertés d'un individu en le mettant en détention. De la même façon, il faudrait penser l'individu numérique et apporter une réponse de cet ordre-là. À l'heure actuelle, on interdit totalement le numérique. Mais en soi, un détenu en détention, il a aussi des droits de communiquer physiquement. Donc il y a des parloirs, il y a des choses qui sont mises en place. Donc j'ai du mal à comprendre, enfin je comprends pour des contingences matérielles, mais j'ai du mal à comprendre que notre société ne se positionne pas davantage sur les droits de communication virtuelle. Et à ce titre-là, une personne en détention devrait avoir, bien sûr, des obligations, puisqu'il est en détention, mais aussi certaines capacités. Qu'elles soient limitées ne veut pas dire qu'elles lui soient interdites. Et c'est une problématique très très complexe sur un plan sécuritaire en ce moment en prison. Là, on est plutôt dans les faits crispation. Oui, bonjour, François Pétillard, Université de Franche-Comté. Pour rebondir là-dessus, est-ce que vous avez une idée de ce qui se passe dans les autres pays européens? Parce que je sais que nous, à Besançon, on scolarise en ce moment un étudiant dans une prison suisse qui a un accès à... alors je ne sais pas comment c'est, pas si c'est sécurisé, ça doit être limité, enfin je sais rien, mais je sais qu'au moins une fois par semaine, il peut se connecter sur Internet, il peut se connecter sur la plateforme d'enseignement à distance qu'on a au CTU, il peut répondre à son courrier électronique. Le problème, si vous voulez, c'est que la question de l'informatique en détention, c'est une question qui dépasse largement le cadre de l'enseignement. Donc, si vous voulez, nous, ce que nous faisons, c'est qu'au niveau de la direction de l'administration pénitentiaire, on fait état de nos besoins et clairement, nous disons voilà, qu'on a deux types de besoins, c'est-à-dire effectivement le besoin d'accès pour un travail autonome pour des personnes détenues qui peuvent se débrouiller, hein, et puis un besoin qui est un besoin d'utilisation pédagogique de ressources Internet avec des personnes qui, elles, n'auront pas l'autonomie, qui vont avoir besoin d'être accompagnées, et puis voilà, dans le cadre d'interaction dans une salle de cours. Donc, les besoins, on en fait état. Après, si vous voulez, les modèles européens, ils sont effectivement étudiés par un autre bureau, qui est un bureau donc, voilà, qui s'occupe effectivement de la sécurité Internet, enfin du déploiement et de la sécurité Internet. Je sais qu'ils ont, donc je disais, l'expérimentation là, qui va être lancée, enfin qui est en cours de lancement dans l'Est, c'est une expérimentation qui est inspirée du modèle belge, mais si vous voulez, en même temps qu'on nous a annoncé qu'on lançait l'expérimentation, on nous a annoncé que les Belges, eux, avaient un peu reverrouillé le dispositif, donc on ne sait pas trop, voilà. On sait que ça va être testé, on sait que l'année dernière, dans le cadre d'un programme d'échange européen, qui était un programme Grundtvig, il y a eu avec la Finlande, donc c'est un programme d'échange sur l'enseignement, international d'échange sur l'enseignement, donc on a des équipes, nous, qui étaient mobilisées, je crois que Marc déjà qui était, hein, voilà, et en fait on a quelqu'un, donc il y avait quelqu'un du PR de Paris pour l'enseignement, et quelqu'un de l'ADAP a été missionné pour suivre la mission, en Finlande je pense, hein, donc voilà, donc il y a des observations. Enfin, on n'est pas, voilà, il y a des observations, voilà, mais qui sont étudiées, enfin, qui doivent être appréhendées de manière très globale. C'est-à-dire que nous, on voit bien effectivement le besoin de l'enseignement, mais les besoins, ils sont aussi, voilà, ils sont aussi très larges en termes d'accès à la culture, voilà.